de Haute-Saône. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des expérimentations qu'on a menées, notamment sur blé, par rapport à l'azote cette année. Je vais commencer par le premier essai à Bouan, chez Éric Blanchot. Donc là, on est sur un site blé semé sous couvert de luzerne, en direct. Alors, un petit rappel du contexte de l'année. C'était une année assez compliquée, tandis qu'il pleuvait beaucoup en février et début mars, ce qui fait qu'il y a eu même des inondations tout début mars. Beaucoup d'agriculteurs n'avaient encore pas mis l'azote, et puis les parcelles étaient quasiment impraticables début mars, au moment où il fallait mettre les grosses doses d'azote, c'est-à-dire épi 1 cm. Ensuite, on a eu 50 jours de sécheresse. Et puis après, donc, on a eu un retour d'un temps à peu près normal, un beau temps comme on dit, avec alternance de pluie et de soleil. Et puis un mois de juin finalement à des plus frais depuis une vingtaine d'années, ce qui fait que il y a eu des rendements records enregistrés au sein des exploitations. Alors le protocole de l'essai, donc c'est notre essai pilotage qu'on fait depuis 2 ans, donc on l'a reconduit cette année. Dans le protocole, il y a une courbe de réponse. Les doses vont de 120 à 230, voire 260 dans la partie surfertilisée pour pouvoir piloter. Et puis les pilotages, donc là on est resté sur du 120-130 unités, je vous expliquerai. Et ensuite il y a des modalités comme la 8 et la 9 où on met notre dose décalée ou plutôt en précoce. Donc on voit là au 11 mars tous les apports EPI 1 cm, du coup il y a eu quasiment pas d'eau dessus. Et la pluie est revenue au 27 avril, donc 50 jours après. Alors en termes de calcul de dose X, ici on est sur un potentiel de 80 quintaux, ce qui fait qu'on arrive à une dose X calculée de 190 unités. Bon, il y avait de la JNO dans cette parcelle. Dans la partie où il y a l'essai, c'était là qu'il y en avait le moins, mais bon, il y en avait un petit peu. Le pilotage, donc en quoi ça consiste? Le pilotage, ça consiste à mesurer, grâce à la pince N-Tester, l'indice de nutrition azotée. C'est-à-dire qu'on a des abats qui convertissent les chiffres donnés par la pince en indice en INN. Donc vous avez le graphique au-dessus, qui montre, par exemple, la courbe du dessus en bleu, c'est la parcelle surfertilisée. On voit que l'INN est 1,40, donc il n'a pas faim. En dessous, en rouge, vous avez le témoin. Là, on voit que le blé a tout le temps faim. On est quasiment en dessous de 0,6. Et puis au milieu, vous avez les courbes d'INN calculées dans les modalités pilotées. Et donc, voilà, ça varie en fonction des apports qui ont été apportés. Je tenais à remercier d'ailleurs, qui doit être derrière son écran, Hervé Clavier de Terre Comtoise, qui m'a prêté sa pince pour faire les suivis. En termes de pilotage, je vais vous expliquer. On a repiloté donc à la fin, au 5 mai, au retour de la pluie, voir comment était l'état des blés. Donc on a mesuré toutes les modalités. Ce qui fait que les pilotages, globalement, ils disaient de remettre 40, et puis il y avait quelques autres modalités où il y avait beaucoup d'azote, ils disaient de rien remettre. Par exemple, la 3, où il y avait déjà eu 190 unités d'amour, et puis il demandait de remettre 40. Donc il y avait une espèce d'incohérence entre les modalités, ce qui fait que j'ai décidé de rien remettre du tout sur les pilotages, sachant qu'on aurait la réponse dans d'autres modalités. Alors en termes de nombre d'épis, qu'est-ce que ça donne? Vous avez le 0 azote en photo, 0 azote et 190 unités, phénomène classique, plus on met de l'azote, plus on a d'épis au mètre carré. En termes de rendement brut, qu'est-ce que ça donne? Alors tout d'abord, vous avez le 0 azote qui est quand même à 75 quintaux, c'est du jamais vu, on peut dire. Sachant qu'on avait on avait estimé un potentiel de 80 quintaux. Et on voit que on pulvérise le potentiel estimé de 35 quintaux ici, sachant que la modalité, les plus hauts rendements, on a 115 quintaux. Donc en effet dose, plus on met de l'azote, plus on récupère des quintaux, sauf qu'il y a un plafond qui peut se situer sur cette parcelle
aux alentours des 190 unités finalement, parce que 190, 230 ou même 260, on est à 115 quintaux. C'est vraiment à 120 unités, les pilotages hein, qu'on décroche, on est de 104 à 110. Donc ouais, c'est logique. Ensuite, en effet forme, comparaison à Mohuré, ben, c'est toujours la même chose. Hein, dans chaque essai qu'on fait depuis un certain temps, et mon collègue Patrick Chopard, la Chambre du Jura, trouve la même chose depuis un certain temps. À Mohuré, c'est exactement pareil en termes de rendement. Et même l'urée, ça c'est spectaculaire du coup, puisque même dans les conditions sèches, il a quand même été efficace. En termes d'effet d'apport, donc là aussi c'est assez bluffant, puisque vous avez la modalité 3 qui est une stratégie classique où on met 75 unités février au talage, 75 unités avant la sécheresse et 40 à la fin, on a 115. Et puis si vous regardez les modalités 8 et 9, on commence à 110 unités au 11 mars, donc il n'y a pas eu d'eau quasiment dessus, on arrive quand même à 116 quintaux, c'est plus haut rendement, et de même que la 9 où on commence tôt et on finit au 11 mars, on arrive à la même chose. Et vous avez tout en bas la modalité 13 sur fertilisé, où on peut se dire qu'il fallait mettre beaucoup d'azote très tôt pour que l'eau fasse son boulot. On avait déjà mis 140 avant le 21 février, et on arrive à 114. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a aucun effet d'apport sur ce site. C'est plutôt donc un effet dose. Et l'effet pilotage, donc voilà ce que je disais, 104 à 110 quintaux. En termes de protéines, ben voilà, les protéines, hein, plus on mettait d'azote, plus on avait de la prot, sachant qu'il y avait tellement de potentiel que ben, forcément ça dilue les protéines. Donc là, pour le rendement net, j'ai mis tout à 150 tonnes. Voilà ce que ça donne au rendement net. Ben, globalement, tout est à peu près pareil. Il y a un pic à 190 unités. Le meilleur rendement net est obtenu à 190 unités avec l'urée. Et même le décalé, hein, la 8, on a 105 quintaux. Donc tout est pareil, sauf les 120. Quand on a 120 ou 150, ça décroche un petit peu. Voilà. Donc la dose X calculée était la bonne, bien qu'on ait dépassé de 35 quintaux le potentiel. Donc les conclusions, là, voilà, on en a déjà parlé. Je passe à l'essai suivant, donc qui a été réalisé au GAEC du Parge. Donc ça, c'est l'essai qu'on va mener en pluriannuel. Donc l'intérêt de cet essai, c'est de voir sur le long terme l'intérêt de l'apport de digesta hein, sur la fertilité des sols et puis sur les rendements, hein, sur les cultures. Ici, donc l'essai a été mis en blé semé sous couvert de lotier cette fois-ci. Alors, en termes de calcul de dose X, on est parti sur un potentiel plutôt inférieur hein, par rapport au premier essai. On était parti sur un potentiel de 65 quintaux, ce qui nous faisait une dose X de 150 unités. Donc la parcelle a été partagée en deux, une partie avec digesta, une partie sans digesta. La partie avec digesta, donc il y a eu 20 mètres cubes d'apportée et d'après les analyses digesta, on était à 3,75 unités d'azote au total. Si on utilise la règle là qui est au-dessus, on voit qu'il y a un coefficient d'équivalence du digesta apporté au printemps de 0,4, ce qui fait qu'il y a 40% de l'azote apporté qui a été utilisé, ce qui fait que globalement, avec les 75 unités donc apportées fois 0,4, ça nous fait 30 unités d'azote disponibles pour la culture. Sachant que je rappelle, hein, c'est comme le digesta, c'est comme les lisiers, c'est rapporté au plus près des besoins de la culture, contrairement au fumier où il faut anticiper. Le digesta va être apporté donc début février. Le protocole, une courbe de réponse de 0 à 180 unités dans la partie 100 et avec digesta. En termes de nombre d'épis par mètre carré, pareil, plus on met de l'azote, plus on a des épis. On ne voit pas de différence pour chaque dose entre la partie avec et sans digesta.
Par contre, en termes de rendement, donc là, les témoins, ils sont à 60 unités, à 60 quintaux. Et puis, on arrive à des rendements maximum proches des 100 quintaux, ce qui fait que là aussi, on explose encore le potentiel de rendement de 35 quintaux. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, en moyenne, là où il y a eu du digesta, on récupère 2,5 quintaux de plus que la partie sans digesta. Donc, on a 86,5 contre 84. Ce qu'on voit, c'est que notre dose X calculée, 150 unités, c'est là qu'on a quasiment les meilleurs rendements. On atteint un plafond dans la partie avec digesta, alors que le plafond est atteint 97 quintaux avec 180 unités dans la partie sans digesta. Et on voit finalement que les rendements, nos 30 unités qu'on apportait avec le digesta, on le retrouve, puisque les rendements avec une dose X dans la partie avec digesta correspondent au rendement à la dose X plus 30 dans la partie sans digesta. Donc on retrouve pile poil nos 30 unités qu'on avait calculées au départ. Voilà. En termes de rendement net, donc là c'est coût d'azote, le coût de l'apport de digesta n'a pas été compté. Donc c'est coût de l'urée, ici on était en urée exclusivement. Donc les meilleurs rendements nets sont obtenus à la dose de 150 unités, donc notre dose X calculée, ce qui fait que notre dose X calculée était la bonne. En termes de protéines, plus on mettait d'azote, plus il y avait de la protéine, même phénomène, pas de différence entre parties avec et sans digesta. Voilà les conclusions, donc j'en ai déjà parlé. Donc cette expérimentation-là sera menée dans la rotation, toujours pareil, avec et sans digesta. La parcelle sera séparée en deux et on verra l'évolution de la fertilité du sol. Dernier essai ici, donc là c'est l'expé à Pierrecourt chez Olivier Ney. Donc ça c'est un essai pluriannuel. On fait ça dans la rotation. Là je vais vous parler que de cette année pour l'instant. Je ferai une synthèse plus tard. Le protocole, donc la dose X, là on est parti sur un potentiel de 65 unités, ce qui là on avait une dose de dose X calculée de 130 unités. Petite dose. Et puis ce qu'on fait dans cette parcelle à chaque fois, c'est qu'on récolte l'essai dans la partie où il y a du potentiel au-dessus, vous voyez, sol profond. Et puis dans la partie en dessous, on voit un sol superficiel. D'ailleurs, on voit, c'est une photo satellite issue de Google Maps. On voit que on voit l'effet sécheresse sur cette photo. Donc on fait en bande, répété plusieurs fois, et dans chaque bande il y a plusieurs pesées, ce qui fait que c'est un essai statistiquement fiable. Il y a plusieurs répétitions pour chaque chose, pour chaque test. Les doses sont testées à X plus 40, X plus 80. Donc là, cette année, on était sur du 140, 180, 220 unités. Je rappelle que notre dose X était à 140. Et donc, les parties ont été récoltées dans les sols superficiels et sols profonds. En termes de rendement brut, le sol superficiel, plus on met de l'azote, finalement, de 140 à 220, plus on récupère des quintaux. On récupère 3-4 quintaux à chaque fois qu'on met 40 unités. Par contre, dans le sol profond, là, on voit qu'on arrive à un potentiel à partir de 180 unités. Encore une fois, là, notre potentiel de 65 quintaux, dans la partie sol profond, il a été explosé donc de 35 quintaux. On a toujours nos 35 quintaux au-dessus du potentiel. Et puis, en termes de rendement net, on voit que, pareil, en sol superficiel, plus on met de l'azote, plus on récupère encore des quintaux, et puis on atteint un plafond en sol profond. Voilà. Conclusion de tout ça, c'est que c'est toujours un peu nos mêmes conclusions pour au début. Donc toujours faire le reliquat et le calcul de la dose X. Là cette année, donc on voit l'impact des apports d'azote tardifs moins important que prévu. On stressait avec la sécheresse, finalement ça s'est pas trop mal passé et on arrive au final à 35 quintaux de plus.
faut bien évaluer donc le potentiel de rendement sur certaines parcelles et le rendement, il est donc, on a vu hein, dans le premier essai notamment, le rendement est plus impacté par l'effet dose que par l'effet positionnement finalement. Toujours préférer le fractionnement pour une meilleure valorisation des apports, mais il faut de l'eau bien sûr, et donc là on a vu quand même qu'il y a de la souplesse dans les apports. Et puis surtout, hein, l'enseignement de l'année, c'est qu'il ne fallait pas revoir la dose d'azote à la baisse, même s'il y a des accidents climatiques ou sanitaires. Sachant qu'on l'a vu dans le dernier essai, on avait calculé une dose X de 140 unités et puis finalement on arrive encore à récupérer des quintaux en mettant 40 voire 80 unités en plus. Et puis quand on baissait les doses d'azote, on était en dessous du potentiel estimé. Donc voilà. Et puis donc nos expés pilotages hein, seront à poursuivre, sachant comme l'a expliqué Pierrick, hein, donc au niveau européen, dans le Green Deal, hein, il y a un objectif de baisse de 20% des quantités d'azote, d'engrais répandus. Donc on va voir un petit peu, on va continuer ces essais-là pour ajuster au mieux les apports d'engrais azotés sur le céréales. Voilà. Je vais passer la parole à Jérôme. Donc, Jérôme qui va nous parler des expérimentations pour les produits de substitution des fongicides avec des produits biostimulants et des produits de biocontrôle. Ok, bonjour à tous. Moi je me présente, donc je suis Jérôme Chen de la Chambre d'agriculture. Je suis conseiller au sein de l'équipe agronomie agroécologie. Voilà, donc ce matin, un peu comme les autres années, voilà, je vais vous présenter une expérimentation que nous avons menée en 2020 sur la ferme de Vesoul Agrocampus, voilà, à Port-sur-Saône, et qui avait pour objectif de tester des produits, entre parenthèses, de bio, voilà, en substitution aux fongicides chimiques. Voilà. Alors, je mets des parenthèses dans le terme bio, voilà, parce que ça recoupe beaucoup au moins 3 catégories de produits différents, voilà, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard pour un peu faire grosso modo vous expliquer voilà, dans quelle catégorie sont les différents produits. Voilà. Alors, depuis maintenant 3 ans, voilà, nous mettons en place ce type d'essai avec l'objectif à terme d'avoir un peu de recul par rapport à ces solutions. Voilà, on utilise des bioproduits, entre parenthèses, voilà, que ce soit des produits de biocontrôle, des produits utilisables en agriculture biologique ou des biostimulants voilà, qu'on rencontre de plus en plus sur les exploitations. C'est vrai que par rapport à ces produits de biostimulation ou on va dire d'amélioration de la vie du sol, voilà, on sent qu'il y a une pression plus importante qui se fait sur les exploitations actuellement. Voilà, sans rentrer exactement dans les détails de la réglementation, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs réglementations qui s'entrecroisent entre les réglementations françaises et européennes. Elles sont assez complexes dans ce domaine. Mais voilà, les produits n'appartiennent pas aux mêmes catégories et n'ont pas toutes les mêmes définitions au niveau réglementaire. Alors, pour faire simple, les produits de biocontrôle, donc qu'on peut retrouver dans le Vaxiplan, dans les produits à base de soufre sur septoriose, voilà, pour les céréales, ou par exemple en balade sur les colzas, voilà. Ça, ce sont des produits qui font partie de la catégorie des produits phytosanitaires. Donc, ils disposent d'une autorisation de mise sur le marché et donc un effet avéré, testé, voilà, envers un bioagresseur. C'est ce qui fait bien la différence. Ça, c'est bien les produits de biocontrôle. Ensuite, voilà, vous avez tout ce qui va être produits utilisables en agriculture biologique. Donc, cela, effectivement, pour 70% des cas, font partie de la liste des biocontrôles, mais ce n'est pas nécessairement des produits de biocontrôle. Et ensuite, vous avez toute la catégorie des biostimulants, voilà, ce qu'on appelle biostimulants vendus comme tels, qui sont groupés dans le registre des matières fertilisantes, ayant pour l'objectif majeur et principal voilà, de stimuler les processus de nutrition des végétaux, dans le but d'améliorer soit l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs du sol, c'est-à-dire que c'est des préparations qui sont données pour favoriser l'absorption de l'azote ou du phosphore ou de la potasse, voilà. Et aussi, ces produits ont le but d'améliorer la tolérance voilà, au stress extérieur, voilà. Que ce soit de la sécheresse ou d'autres problèmes de rayonnement, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'effet
on va dire, phytosanitaires avérés pour ces produits-là. C'est en fait en travaillant sur la nutrition de la plante que ça va engendrer une meilleure protection par rapport aux différentes maladies. Donc en fait, cette année, voilà, nous avons testé ces différents produits afin de trouver des solutions non chimiques, voilà, surtout dans l'objectif d'avoir des solutions dans les zones à enjeux environnementaux forts. Donc par exemple, c'est une des grosses thématiques de l'équipe, hein, c'est sur les zones de captage. On voit bien se dessiner qu'à terme, dans les zones à enjeux très forts sur les captages, voilà, des diminutions phytosanitaires sont attendues, voire des fois la suppression totale. Et donc d'avoir au moins un peu de billes pour pouvoir vous proposer des solutions qui sont fonctionnelles. Voilà. Donc de fait, en 2020, donc sur la ferme du lycée agricole, hein, sur Vesoul Agrocampus, donc voilà, nous avons testé trois modalités différentes. Donc c'est des essais en bande, hein, avec matériel de l'exploitation, voilà, sur 200 mètres de large, donc 12 mètres de large, donc ça correspond à moitié d'un pulvé, avec l'objectif, hein, de tester une modalité 100% biocontrôle, biostimulant. Alors vous verrez que dans les diapositives suivantes, là souvent j'ai marqué 100% bio, voilà, alors je mets des parenthèses, hein, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est donc l'IFT de cette modalité 1 à IFT 0, donc soit biocontrôle, soit biostimulant. La modalité 2, donc c'est un mix entre le biocontrôle et le biostimulant, et une partie chimique, là en dernière feuille étalée, nous avons testé pour voir quelle était la différence, on va dire, de comportement entre ces deux modalités. Et la modalité 3 est 100% chimique, hein. On passera avec du Comet 200 puis du Librax. Donc les différents types de produits utilisés, donc nous avons choisi de travailler des produits, donc la société UPL France, hein. Donc il y a le Thiopron Rainfree, donc c'est du soufre foliaire, voilà, 825 grammes par litre. Donc il y a plusieurs types de produits, hein, utilisables en biocontrôle, hein, qui contiennent du soufre, hein. Il y avait l'héliosoufre, d'autres produits de ce type-là, donc c'est exactement la même chose. La différence qu'on a fait sur les autres essais par rapport aux autres années, voilà, c'est d'avoir utilisé du florilège. Donc voilà, ça c'est un produit de biostimulation, toujours fourni par UPL France. Donc c'est un additif agronomique à usage biostimulant, voilà, qui est composé de GoActive avec quelques, on va dire, avec du zinc, du manganèse, du fer. Voilà, donc ça fait partie de la réglementation des engrais, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un peu d'engrais mis avec ces produits-là. Donc ça, c'est des produits à base d'algues. Et ensuite, vous retrouvez les produits phytosanitaires fongicides classiques, hein, que ce soit le Comet ou le Librax, dont je vous ai mis la composition en dessous. Donc l'objectif de cet essai, c'est de tester en 2 traitements, donc à 2 nœuds, qui a été fait le 17 avril et le 11 mai à dernière feuille étalée. Donc les modalités, en fait, vu le contexte sanitaire, au niveau de la parcelle, nous avons fait des choix, c'est-à-dire on a conservé le passage à 2 nœuds, donc pour les produits de biocontrôle et de biostimulation, malgré, on va dire, le faible impact de la sectoriose sur la parcelle. C'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de maladies, mais vu que ces produits-là sont donnés comme étant, on va dire, à placer de manière préventive, et pour conserver quand même l'essai, on va dire, en place, on a fait le choix de les passer. Donc le 17 avril, alors qu'on n'a pas fait le choix de passer en modalité 3, le passage de produits de fongicides classiques. Voilà. Donc effectivement, après, ça va un peu nous biaiser l'essai au niveau au niveau économique, parce qu'on va se retrouver avec une modalité 3, la moins chère, alors que voilà, c'était pas l'objectif. Mais bon, vu le contexte sanitaire de la parcelle, on a décidé de ne pas faire le premier passage sur la modalité 3. Ce qui fait que voilà, ça va un peu influencer les résultats en net. Par contre, ouais, ça va quand même nous intéresser d'avoir les notations au niveau des maladies sur les différentes dates. Donc là, si je reviens avec le coût des passages, donc voilà les modalités 1, 100% biocontrôle, 100% biostimulant. Donc le premier passage, donc c'est des produits, voilà, le Thiopron Rainfree ou le florilège, qui nous ont été donnés à peu près vers 4,50 € le litre. Donc voilà, donc ce qui arrive avec un passage au T1 à 22,50 € voilà, pour le T1 en biocontrôle biostimulant. Donc c'est le même passage dans la modalité 1 et la modalité 2.
Et ensuite, donc, le passage en dernière feuille étalée, voilà, en 100% biocontrôle biostimulant. Donc, on est à 27 € pour le deuxième passage sur la modalité 100% bio. Voilà, en mixte, on est à 47 €. Et donc, la modalité chimique. Alors, de la modalité 2, on a décidé de ne pas baisser non plus la dose de fongicide. On voulait mettre moitié de la dose par rapport à la modalité 3, mais pour des raisons pratiques, voilà, on ne l'a pas fait, ce qui fait que la modalité 2 se trouve à peu près 70 € de fongie. Et la modalité 3, du coup, un seul passage de Librax Connect, on arrive à peu près à 37 €. Voilà. Donc ça, c'est hors coût matériel, hors coût carburant, main d'œuvre, voilà, qu'on n'a pas du tout estimé, on a pris simplement le prix des produits. Voilà. Alors au niveau des résultats techniques, hein, les diverses notations ont été faites, hein, donc on a commencé dès le 17 avril ou le 15 avril avant le passage du premier fongicide. Donc là, je vous ai retracé que les comptages qui ont été effectués à partir du 22 mai, parce que vous voyez qu'au 22 mai, sur la F2, il y avait très peu de septoriose, puis donc aucune sur la F1, voilà. Et c'est vraiment qu'à partir du début juin qu'on commence à voir un impact de la septoriose au niveau des feuilles. Donc d'après les comptages, voilà, on constate un écart de 10% à peu près des feuilles des F1 touchées par la septoriose entre le 100% chimique et le 100% biocontrôle biostimulant, mais tout cela avec des niveaux faibles de contamination. On n'est qu'à 20% des F1 touchés, hein, à peu près au 15 juin, ce qui est très peu. Alors au niveau des rendements, voilà, donc là vous avez deux différents types de rendements, vous avez les rendements bruts et puis après les rendements nets. Donc les différences ne sont pas significatives. Là, l'échelle du graphique, voilà, est un peu trompeuse. On a quasiment un quintal d'écart entre les modalités 100% biocontrôle et les modalités 100% chimiques. Donc ce qui fait que ce n'est pas significativement différent, même si sur des essais en bande, on a fait 3 pesées à chaque fois, ça ne montre pas de différence significative. Donc du fait de ces résultats hein, en brut, hein, il découle de programme fongicide que j'ai dit qui était inférieur pour la modalité chimique parce qu'on n'a pas fait le T1. Les marges en rendement net, nous là, seront sans surprise en faveur de la modalité 100% chimique, voilà, vu qu'on n'a fait qu'un passage au lieu de 2. Donc on arrive sur de la modalité 100% biocontrôle, biostimulant, rendement net, moins les fongies, voilà, à 56 quintaux. Sur le mixte, on arrive à 56,72 et puis sur le chimique à 58,3. Je reviens en arrière, excusez-moi. Voilà, simplement, on mène ces essais et ça fait plusieurs années qu'on les mène, à peu près 3 ans. Voilà, et on obtient à peu près toujours le même type de résultat, c'est-à-dire qu'en fait, on est à chaque fois peut-être un poil moins au niveau des rendements nets, au niveau des rendements. Par contre, voilà, ce qu'on observe, c'est qu'on n'est jamais trop dans les choux, entre parenthèses, voilà, dès qu'on utilise des modalités de biocontrôle. On est toujours un peu derrière, mais on n'est vraiment pas éloigné, ce qui nous conforte aussi dans le fait de dire que dans les zones à enjeux phytosanitaires où on va certainement avoir des fortes prescriptions et des interdictions les prochaines années, on peut être en mesure, voilà, sur ce type de produits, de pouvoir amener quand même des solutions, on va dire, de sécurisation des maladies avec ce type de produits. Alors, l'effet biostimulant, voilà, qui nous avait été promis, on a essayé de le tester avec justement des analyses qui ont été faites sur la composition des plantes, voilà, après les passages de fongicides. Donc ça, vous allez la voir sur la diapo qui s'affiche. Hein. Donc effectivement, sur les données faites sur les analyses, on a une plus forte teneur en phosphore, en potasse, en azote, en magnésie et un plus fort taux de matière sèche. Donc effectivement, sur les programmes qu'on a menés en mixte, donc avec l'application du biostimulant ou sur le 100% biocontrôle biostimulant. Par contre, voilà, comme les autres années, malgré ces, on va dire, ces plus fortes teneurs en azote, en phosphore, voilà, et en matière sèche, ça ne se traduit pas sur le rendement. À chaque fois, on n'a pas de gain réel sur le rendement. Donc c'est vrai que cette année, c'est un contexte à faible pression maladie. Voilà, mais il n'empêche qu'on arrive quand même à se sortir assez bien avec des programmes soit mixtes, donc qui utilisent à peu près 50% d'IFT, ou soit à 0% d'IFT, voilà, avec ce type de produit. Et on espère bien l'année prochaine pouvoir remettre ce même type d'essai en place
parce que c'est des types de produits qui se développent de plus en plus. Voilà, il y a de plus en plus, je pense, de gammes de produits qui vont arriver sur le marché. Et donc, on essaye de les tester pour répondre au mieux à vos attentes dans ce domaine. Voilà. Merci Jérôme. On va passer la parole.